Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette grande fac sur la VAE concernant l'écriture de votre livret 2, la trame à utiliser, l'aide pour rédiger son expérience et puis quand le temps viendra, la préparation de l'oral avec le jury de VAE. Alors, cette grande fac, elle est née d'une idée, c'est que je reçois beaucoup de mails tous les jours avec des questions qui souvent sont assez similaires, même si le diplôme est différent. Vous êtes en recherche de méthodologie et de conseils sur la manière de faire pour rédiger votre écrit. Et donc, comme je dispose d'un certain nombre d'emails qui commencent à devenir importants, j'ai contacté les personnes qui soit ont suivi un petit programme d'une heure que je mets à disposition gratuitement pour avoir les bases pour rédiger son livret 2, soit qui m'ont contacté, soit qui ont bénéficié de l'e-book sans une compétence à développer dans son livret 2. Bref, toutes les personnes avec qui je suis en contact de manière directe ou un peu moins directe pour les personnes qui sont un peu plus discrètes et un peu plus silencieuses. Ces personnes-là, je les ai sondées, je leur ai demandé de m'envoyer leurs questions durant ce week-end pour eh bien, proposer comme ça une fac qui servira, je le pense, à beaucoup de personnes. Et les questions, ce qui est intéressant, sont assez similaires d'ailleurs, sont souvent basées d'ailleurs sur les mêmes diplômes. Donc l'idée, c'était de vous répondre, soit de manière collective quand elles concernent tout le monde, en reprenant les messages évidemment, en les rendant anonymes le plus possible pour que la personne conserve son droit à l'anonymat, soit en répondant à la personne si c'était vraiment une question personnelle, ponctuelle et que ça n'aidait pas les autres candidats. Et dans ces cas-là, j'ai répondu directement à cette personne. L'idée, et je suis encore en train de le faire, j'ai reçu un tout petit peu moins de 60 réponses en une journée, donc il faut encore le temps que je lise tout ça et que je les compile, mais j'ai déjà fait cette première compilation et l'idée, c'est de vous proposer une réponse et puis de vous faire avancer sur cette démarche en vous proposant forcément des éléments de réponse qui, je le pense, vont aider pas mal de personnes. Euh, Petit aparté avant de démarrer, si vous aussi vous souhaitez bénéficier de mes conseils et des réponses, j'envoie tous les lundis des petits conseils, des astuces qui se basent soit sur les accompagnements en cours, soit sur mon expérience, soit sur des nouveautés. Vous avez possibilité de vous inscrire à ma newsletter dans la description de cette vidéo et vous recevrez comme un petit peu moins de 2000 personnes maintenant, mes conseils, en règle générale, c'est plutôt le lundi pour bien démarrer la semaine. On arrête maintenant et on passe au concret, les questions. Alors, Raymond a envoyé cette première question. Bonjour, je n'arrive pas à définir les règles de déontologie d'un éducateur technique spécialisé. Je vous remercie beaucoup, Raymond. Alors, quand on n'arrive pas à définir une notion clé ou un thème, il y a une démarche qu'il est facile d'entreprendre pour éviter de rester bloqué. C'est déjà de définir la déontologie. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus, recherchez une définition. Ça peut être sur Google, ça peut être sur un site qui est spécialisé pour les travailleurs sociaux, il y en a beaucoup. Ce que je vous conseille également, et ce que beaucoup d'éducateurs spécialisés, beaucoup d'éducateurs techniques d'ailleurs spécialisés font, c'est de rechercher la charte éthique de l'éducateur spécialisé. Alors certains établissements en ont une qui en règle générale, il y a une trame commune, mais qui est vraiment, qui a été travaillée avec les éducateurs. Qu'est-ce qu'on met derrière, quels mots on met, quels mots-clés on met, quel engagement on met derrière pour justement tracer cette déontologie, cette charte éthique qu'on a envie d'avoir pour nos éducateurs spécialisés. Alors, il y a le respect des droits et des libertés, le secret professionnel, la distanciation, pour avoir vraiment une analyse et un recul par rapport à ce qui se passe avec une personne qui est accompagnée, et prendre de la distance et analyser tout ça pour permettre la meilleure observation possible et derrière le meilleur accompagnement possible. Le non-jugement, la non-discrimination, tout ça, ça a trait à l'éthique et à une certaine déontologie que va avoir l'éducateur technique spécialisé. Donc, il y a cette première démarche que vous pouvez faire. Il y a aussi la recherche d'ouvrages sur ce sujet. Et je dirais que sur le travail de l'éducateur technique spécialisé de manière globale qui va vous aider à mettre des mots là-dessus et ensuite ces mots vont trouver écho dans votre expérience et c'est comme ça ensuite qu'on choisit des situations qui vont permettre de développer les compétences attendues dans les différents domaines et blocs de compétences. Donc je dirais proposer une définition, rechercher une définition, aller rechercher une charte éthique et tout ce qui a trait à la déontologie d'un éducateur spécialisé. La recherche est très importante dans la rédaction du livret 2, pour que ce soit pour les EduxP, les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs techniques spécialisés, les assistants de services social
les conseillers, vous allez passer du temps à rechercher et je dirais que cette phase-là, elle va vous prendre beaucoup de temps avant de passer à la rédaction, même si après vous allez passer à la rédaction, continuer à rechercher, mais vous avez une phase de recherche qui est extrêmement importante pour comprendre, les attendus. Donc voilà Raymond, pour votre question. On a ensuite une question de Samira. Alors Samira, elle nous dit qu'elle est complètement bloquée dans la rédaction. Elle a choisi, pour son DC1 de la VAE, éducateur de jeunes enfants, de présenter un accueil d'une famille monoparentale avec une maman, qui a une très forte corpulence, qui élève toute seule ses 3 enfants. Elle ne travaille pas. La PMI, elle lui a conseillé d'inscrire son bébé de 4 mois dans une structure d'accueil pour qu'elle puisse avoir, du temps pour elle et une vie sociale. Donc elle arrive dans la structure de Samira, donc chez eux, accompagnement, réunion avec l'équipe, un peu réfractaire, etc. Donc elle n'a pas de plan et elle ne sait pas par où commencer, quelle théorie mettre en avant. Je dirais que comme beaucoup de personnes, quand on démarre le DEJE, on a des idées, mais avant ça, il y a un travail à faire qui va venir avant l'idée, qui est déjà de lire le DC1 qui se décline en 2 blocs. Le DC1 a été extrêmement étoffé dans la refonte de ce diplôme. Et donc, il faut avant le lire et en extraire les compétences thématiques. Ça veut dire quoi? On le lit, on note, on met en exergue des grandes compétences qui vont sortir de ce DC1 et suite à ça, on fait la même chose avec son expérience, des compétences thématiques, et on voit ce qui va matcher entre les deux. Là, en l'occurrence, vous partez sur cette situation. L'idée, avant de partir dans l'écrit, c'est de construire un plan. Donc, dans cette scène-là, qu'est-ce qu'on va mettre en avant qui va coller avec les compétences attendues dans le DC1? Vous parlez de l'accueil, avant que cette personne-là, il y a un pré-accueil qui se fait. Elle débarque pas tout de suite dans votre structure, donc vous l'avez peut-être rencontré avant, je dis n'importe quoi, là ça va dépendre de votre mode d'accueil, de votre mode de pré-accueil, qu'est-ce que vous mettez en place avant sa venue, comment vous travaillez avec l'équipe pluridisciplinaire autour de ça, euh, comment... comment ensuite, je sais pas, comment vous accueillez aussi très certainement l'enfant qui ou les enfants qui vont arriver de cette famille. Encore une fois, je connais pas votre situation, je connais pas votre histoire, je connais pas votre expérience là-dedans, mais il y a forcément un plan avec des thèmes que vous allez ensuite proposer, structurer dans votre écrit, et seulement ensuite vous allez partir dans la rédaction. D'accord? Par rapport à ce thème de l'accueil, d'ailleurs, j'avais proposé, il y a de ça peu de temps d'ailleurs, sur le site, la liste des incontournables des livres pour le DEJE qui va être intéressant de parcourir et qui vont vous aider à référencer et à proposer des théories, différents courants, différentes pensées par rapport au système d'accueil. Mais pas que, il y a tout un tas de développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, le fait de l'accompagner, le fait de l'aider à se développer, l'accompagnement à la fonction de parentalité. Donc tout ça sont des sujets que vous allez évidemment devoir développer dans votre écrit. Donc je vous mettrai dans la description de cette vidéo la liste des indispensables à vous procurer pour vraiment alimenter votre écrit et votre situation. Autre question d'Ali, cette fois, qui valide le diplôme d'éducateur spécialisé. De formation moniteur-éducateur, j'ai par la suite travaillé au CEF pendant 6 mois sur un poste d'éducateur d'internat à la maison des adolescents 2 ans et demi, en tant que référent du pôle éducatif en AEMO judiciaire 3 ans, comme travailleur social éducateur. Donc un parcours qui est assez riche. Actuellement, depuis 1 an, je suis sur un poste de référent préfiguration de centre social. En parallèle, depuis maintenant 6 mois, j'effectue les missions du directeur de notre CCAS en l'absence de ce dernier et de l'assistante sociale en congé maternité. Donc ça fait un triple poste. Naturellement, je souhaite mettre en avant ces différentes expériences pour ma VAE. Concernant le livret 2, après avoir rempli les parties de présentation de la structure, l'environnement de mon positionnement au sein des différentes structures, quelle méthodologie explicite me permet de mettre en avant mon expérience et de valider les 4 blocs de compétences? Alors ça, forcément, c'est une belle question. Il n'y a pas de méthodologie qui va convenir à chaque personne. C'est chaque personne qui va avoir une méthodologie pour rédiger son livret 2. Maintenant, si je devais trouver un fil conducteur qui marche assez bien, que j'utilise moi dans mes accompagnements, ce serait déjà de vous concentrer sur ces expériences et d'en extraire des missions et des pôles de compétences clés que vous avez développés. Ça, ce sera un travail à faire sur votre expérience, donc de cartographier votre expérience. Un travail sur le référentiel, je conseille plutôt de travailler en bloc de compétences puisque
c'est là-dessus que vous allez être évalué, bien en bloc de compétences, il faudra valider les 2 pour avoir le DC. Donc il faut vraiment vous concentrer sur ces blocs, puisqu'il y a un travail qui a été fait là-dessus et d'extraire les compétences attendues de ces blocs. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on lit, quand on fait ce travail de lecture et de relecture des blocs de compétences, il y a des compétences qui viennent, des compétences clés qui se mettent en exergue par rapport aux attendus. Et donc ensuite, vous allez comparer votre expérience et comparer les compétences attendues. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir proposer des expériences et des situations qui vont permettre de cocher une à une les compétences attendues. L'idée, ce sera de faire ensuite le lien entre ces 2 supports pour choisir vos situations, de préparer un plan. Vous évoquez la présentation de la structure de votre environnement positionnel, le positionnement, le public accueilli, etc. Dans cette partie, il faut également proposer un plan pour que vous présentiez déjà d'une part bien votre entreprise, les différentes lois qui vont encadrer votre action, les différents décrets, votre structure, présenter votre structure, comment elle s'organise, etc., etc., votre place, qu'est-ce que vous faites, vos missions, vos activités. Bref, il y a un plan à dresser déjà dans cette première partie pour passer en vue tout l'attendu. Et ensuite, dans vos situations, vous allez là encore proposer un plan. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre dedans, des sujets que vous allez évoquer qui vont couvrir soit plusieurs blocs de compétences, soit plusieurs décès. Ça va dépendre de votre expérience, de ce que vous souhaitez mettre dedans, mais il y a déjà tout ce travail de construction de plan à élaborer. En parallèle de ça, il y a le fait de dresser une liste de références littéraires à intégrer selon les sujets que vous allez développer, l'accompagnement, l'accueil, l'observation, le fait de diagnostiquer des choses pour ensuite mettre en place un projet d'accompagnement, pour ensuite, pourquoi pas, créer des partenariats qui vont répondre en partie à l'accompagnement que vous allez réaliser avec les personnes. Tout ça, ça se prépare en amont et donc vous allez lire, vous allez apporter des références pour confronter votre pratique, confronter votre expérience et l'alimenter avec des courants reconnus, des pensées reconnues, des auteurs reconnus dans le domaine du social, mais pas que. Vous pouvez aussi aller chercher bien plus loin que ça, pour ensuite démarrer le travail d'écriture et d'analyse de votre expérience. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant de vous lancer dans l'écriture, et c'est cette méthodologie, donc il y aura aussi la méthodologie de projet à utiliser, qui peut vous aider d'ailleurs dans le projet et dans la construction d'un partenariat, si vous faites le choix d'évoquer ces sujets-là. Mais forcément, en fonction du sujet, de la situation que vous allez évoquer et que vous allez choisir, il y a une méthodologie derrière d'écriture qui va prendre le pas et qui va vous aider à structurer votre pensée et à bien développer tous les attendus de votre diplôme, et en l'occurrence du diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Question maintenant de Fatima. Bonjour Alexandra, je suis à J2 de l'oral, j'ai révisé mais j'ai l'impression de n'avoir rien retenu. Avez-vous des conseils à me donner ou une méthode de révision? Alors évidemment Fatima, entre la compile de ces questions et puis votre question, je vous ai répondu personnellement, mais je l'ai sélectionnée parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes. La préparation de l'oral avec le jury, moi je conseille toujours de la faire un mois avant la date d'oral, un mois avant l'oral, ou pas la date, mais si vous avez à peu près le mois sur lequel ça va tomber, il faut prendre un mois de marge pour vous remettre dedans, lire un peu votre livret 2. Ce que je conseille également, c'est quand vous avez terminé le livret 2, je vous conseille de faire une vraie pause qui va vous permettre, quand vous vous remettrez dans ce travail de relecture, de redécouvrir votre livret 2 à froid, de noter vos impressions, de relire le référentiel en parallèle et de voir comme ça quel type de questions pourront être posées. Je rappelle que l'oral se déroule en 2 temps. Vous avez une phase de présentation personnelle que vous devez assurer entre 5 et 10 minutes. Cette présentation personnelle, évidemment, elle se construit. Il y a une méthodologie derrière. Et puis ensuite, vous avez un jeu de questions-réponses avec le jury qui dure entre 30 et 45 minutes, où là encore, vous allez tout simplement proposer et répondre avec des éléments de réponse les réponses peuvent se faire sur votre livret 2, mais pas que. Ça peut également se réaliser sur d'autres expériences passées en lien avec le diplôme visé. Donc là, évidemment, ça se prépare. J'ai rédigé un guide à l'attention des candidats qui repasse globalement l'oral avec le jury de VAE et comment vous y préparer. Je mettrai là encore le lien dans la description de cette vidéo. Il ne s'agit pas de produire encore une fois une fac qui va durer 1 heure, mais bien de vous donner les clés de la préparation de votre oral. Donc là, en l'occurrence, je mettrai également le lien dans la description. Question suivante de Sonia.
J'ai une question par rapport à mes choix de situation. C'est une VAE pour passer le diplôme d'éducateur nouvelle réforme de jeunes enfants. Je compte parler d'un projet que j'ai dynamisé autour du voyage interculturel à partir d'un livre, en sachant que j'ai pu le partager auprès des parents, des enfants de l'équipe et des partenariats avec un intervenant musical. Je me demandais si ce serait pertinent pour inclure les 4 décès de compétences en gardant ce fil conducteur de projet, ou est-ce plus pertinent de décrire des situations différentes, sachant que je travaille en poste de géant multi-accueil? Bah, il y a pas de bonne réponse en fait, hein. Alors moi, sur le sujet que vous me donnez, je vois plus du DC2 ou du DC4. Ça va dépendre si vous gardez le mode projet ou si vous mettez en avant vraiment la dimension partenariale, pour avoir créé ce projet. Vous pouvez d'ailleurs valider, ces 2 DC en même temps, partiellement évidemment le DC3 puisqu'il y aura de la communication professionnelle et du travail en équipe. Mais là, comme ça, moi, je vois pas forcément comment inclure le DC1 là-dedans, d'autant plus qu'il est extrêmement riche et extrêmement étoffé. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas toutes les composantes de ce projet et que là, vous me livrez une synthèse de ce projet. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Il y a une candidate, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une vidéo où le livret 2 m'a vraiment bluffé, qui n'a fait qu'une situation en mode projet et elle a vraiment intégré bah, toutes les composantes et toutes les attendus en termes de compétences du DEJE et elle a obtenu son diplôme en un passage. Maintenant, ce que je vois plus souvent, c'est vrai que les candidats ont souvent plutôt l'habitude de rédiger une, deux, trois situations avec en règle générale une expérience dans une structure pour valider les différentes compétences attendues. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle, hein. C'est votre expérience qui va conduire la rédaction et qui va dicter le fait de savoir si on présente un mode projet en une situation ou si on en présente ou si on présente trois situations parce que ça permettra de développer davantage les compétences attendues et d'un point de vue écriture, ça sera beaucoup plus fluide de le faire en trois situations qu'en une. Ça va dépendre de votre histoire, ça va dépendre de votre capacité à rédiger, et ça va dépendre du plan que vous allez proposer. Donc il faut travailler, il faut regarder, il faut mettre tout ça en mouvement et essayer d'éditer un plan pour voir ce qui sera le plus logique possible pour vous. Alors, voici ma question, donc question de Sand. Voici ma question, y a-t-il un plan à suivre pour rédiger les différents décès? Alors, si vous entendez par plan, le fait d'avoir un plan qui va se calquer vraiment à chaque situation, non, parce que ça va dépendre du sujet que vous allez développer. On ne va pas développer un sujet traitant de l'accueil de la même manière que un sujet qui va développer un projet, puisqu'on utilisera la méthodologie de projet, qu'un partenariat qu'on va développer, où là encore, on pourra potentiellement utiliser la méthodologie de projet pour ce partenariat. Donc, un plan à suivre pour rédiger les différents décès, non, parce que ça traite de sujets différents. Maintenant, un plan à suivre, un plan d'action dans ce cas-là à suivre pour rédiger vos différentes situations et valider les différents décès. Oui, c'est ce que je disais précédemment. Il y a la nécessité de trouver un plan pour vos situations avant la rédaction, la nécessité de cartographier votre expérience, de travailler sur votre vécu, vos missions, vos activités, en parallèle de travailler sur le référentiel pour extraire les compétences attendues des différents blocs de compétences qui valideront ensuite les domaines de compétences, de préparer un plan pour votre première partie qui sera de présenter votre environnement professionnel et là-dedans, il ne faut rien oublier, il y a des lois, il y a des décrets, je le disais, il y a votre positionnement dans cette structure, il y a l'organisation de votre structure, bref, j'en oublie, mais il y a forcément un plan à mettre là-dedans et puis un plan ensuite pour développer vos situations qui vous permettront, bah, selon le domaine de compétences visé, qu'il faudra au préalable traduire ensuite par fonction, de développer les compétences attendues et ça permettra également de bien structurer votre écrit et de rendre un écrit professionnel qui va répondre aux compétences attendues. C'est un moyen aussi de vous autocontrôler. Dressez également une liste des références littéraires à intégrer selon les sujets, hein. Forcément, il faudra proposer des références qui viendront confronter votre expérience, étoffer ce que vous êtes en train de développer, aller plus loin que votre expérience. Et puis ensuite seulement, on démarre le travail d'écriture et d'analyse de votre expérience. Question suivante, question de Sophie. J'ai enfin terminé l'écriture de mon livret 2, donc elle est là encore sur le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Avant l'envoi, je me posais une question concernant les annexes. Il y a un tableau que j'ai rejoint justement ici. Il y a un tableau pour les répertorier. Je me suis demandé à quoi servait la colonne numéro de l'annexe. Je l'ai rempli en mettant 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. Mais je n'en vois pas trop l'intérêt étant donné que les chiffres se suivent. Est-ce bien ce qu'il faut faire? D'autre part, ce n'est qu'un détail, mais je suis contente de pouvoir demander, faut-il dans la rédaction du livret 2 intégrer les voies annexes aux endroits concernés par les documents mis en annexe? Alors, ce tableau-là, effectivement, il faut proposer un titre du document numéroté 1, 2, 3, 4, 5 et proposer les nombres de pages. L'idée, c'est de proposer une synthèse des annexes pour qu'elles soient consultables de manière plus facile par le jury s'ils veulent retrouver rapidement vos annexes. Mais effectivement, il faut aussi appeler ces annexes dans votre écrit et dans votre développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes sur une situation où vous présentez un partenariat qui a été conclu, vous forcément, vous appelez cette annexe en mettant que vous présentez en annexe le partenariat qui a été conclu sous forme de convention, et puis vous le proposez en note de bas de page. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez, quand vous allez parler du partenariat, j'en sais rien, moi, conclu avec la bibliothèque d'à côté, vous allez proposer tout de suite une note de bas de page, et dans cette note de bas de page, vous allez mettre voir la convention établie pour ce partenariat en annexe numéro tant, page tant. Et ça permet tout de suite au jury, s'il veut, en un coup d'œil, d'aller retrouver votre annexe. Donc il y a 2 volets, il y a effectivement cette synthèse qu'il faut compléter, avec donc le titre de document, le numéro d'annexe et le nombre de pages. Et il y a également l'annexe à appeler dans le corps, dans le développement de votre écrit pour tout de suite proposer des ressources et faire le lien et aller plus loin que ce que vous êtes en train de développer. Je rappelle qu'une annexe n'a qu'un intérêt, c'est d'illustrer vos propos et d'aller plus loin. Si c'est juste pour dire ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'idée, c'est que ça apporte de la matière, ça apporte un visuel et d'aller plus loin, de montrer aussi en termes d'écrit, puisque les écrits professionnels sont, je le rappelle, évalués, c'est un attendu, notamment du DC3, du diplôme, ça permet d'aller plus loin que ce que vous êtes en train de développer en proposant un visuel et puis en produisant quelque part une preuve de l'écrit et de ce que vous êtes en train de nous présenter. Ça sera la dernière question pour cette séance de fac qui déjà dure plus de 20 minutes. Donc, il y aura une suite, vous vous doutez bien. Quels ouvrages me conseillez-vous dans le cadre d'une VAE EJE? Je l'ai dit et je le redis, la liste des livres indispensables pour le DEJE est en lien dans la description de cette vidéo. J'ai vraiment fait un travail de synthèse pour vous qui va balayer l'ensemble des DC et qui va vous permettre d'accéder déjà à un essentiel de ce qu'il faut lire pour pouvoir référencer vos écrits. Bien évidemment, si vous êtes curieux, il faut aller au-delà, mais si déjà vous lisez toute cette liste, c'est pas mal et ça vous permettra, ça vous donnera vraiment de la matière pour aller plus loin dans votre écrit. Fin des réponses pour cette semaine. Je rappelle que si vous souhaitez rejoindre ma liste privée et obtenir mes conseils tous les lundis, chaque lundi je vous envoie des conseils, des astuces. C'est dans la description de cette vidéo pour vous inscrire, que des astuces, des conseils, des ressources pour aller plus loin et vous permettre de réussir votre VAE, quel que soit le diplôme, puisque j'accompagne, je le rappelle, du bac au bac plus 5 et sur bien des domaines. Donc forcément, à force de faire des accompagnements, il y a un tronc commun qui se met en route, il y a des conseils qui peuvent aider un grand nombre de personnes et c'est ce que je mets à profit dans cette newsletter du lundi que je n'envoie évidemment qu'aux personnes dont je dispose l'adresse mail. Voilà, j'espère que c'est déjà cette première session vous a aidé. Je prépare la suite et puis je vous contacterai pour les personnes dont je dispose l'adresse mail pour vous indiquer quand elle sortira et ça sera produit évidemment par une vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour la suite de notre fac et des réponses que je peux vous apporter pour vous aider à aller plus loin. À bientôt et très belle journée.